Quels sont les impacts actuels des étudiants autochtones par rapport à la loi 96? Bien, c'est très insécurisant lorsque tu es un jeune euh, étudiant du secondaire dans une communauté atikamekw où tu parles avec fierté l'atikamekw jusqu'en deuxième année primaire. En troisième année primaire, tu apprends le français jusqu'en secondaire 5. Il reste que ta langue première, c'est l'atikamekw. Je donne l'exemple là, des Atikamekw, mais ça s'applique à quatre autres nations là, membres du CEPN. Et là, tu es fonctionnel. Tu es capable de travailler en éducation, par exemple, dans les écoles, sur la communauté. Et là, on te demande d'être parfaitement francophone quand on sait la difficulté, là, même pour le réseau provincial, de diplômer tout le monde à cause des enjeux de la difficulté de la langue française. Beaucoup de jeunes vont se tourner vers la formation aux adultes, vont évidemment décrocher du réseau ou du cheminement le traditionnel collégial et universitaire. Donc, comment on peut attirer des futurs professeurs à qui on demande un bac en enseignement avec formation en pédagogie quand on t'accepte pas dans l'université parce que tu parles pas assez français. Fait que nous, on a 600 emplois à combler cette année dans nos écoles suite à l'amélioration du financement qui a été offert par le fédéral. Mais il nous manque un partenaire dans la réussite de nos jeunes qui va les inciter à devenir des futurs professeurs, des futurs spécialistes en linguistique ou des éducateurs spécialisés parce qu'on bloque sur l'enjeu systémique qui a été créé artificiellement par le ministre de la Justice dans sa mouture de la loi 96. Vous avez écrit au gouvernement au cours des derniers mois concernant les impacts potentiels de la loi 96 sur les étudiants des communautés autochtones, comme par exemple l'exode de ceux-ci vers les autres provinces. Euh, Vous en êtes rendu où? Lorsque le projet de loi 96 n'a pas reçu aucune considération pour aider la réussite scolaire des Premières Nations, on n'est pas resté là à dire ah là ça fait pas notre affaire. On est revenu à la charge auprès du ministre Roberge pour lui proposer des solutions qui vont faire que l'entente régionale en éducation qui vient d'être signée récemment avec les 22 communautés amène le plus possible de jeunes vers la diplomation. On va améliorer notre capacité dans les langues des Premières Nations. On va améliorer l'immersion dans les langues des Premières Nations. Puis là, la loi 96 arrive à un cul-de-sac. Donc, on a proposé au ministre un plan de travail, des solutions qui fait que dès cette semaine, on débute un projet avec le ministère de l'Éducation pour ouvrir des chantiers de travail pour évaluer justement l'impact que la loi 96 maintient en fait comme enjeu systémique. Le premier, vous avez en entrée tout à l'heure mentionné que certains de nos futurs professionnels de l'éducation doivent quitter la province pour terminer leur formation. Bien, en fait, quand ils reviennent, il y a là le problème. C'est que la loi sur les ordres professionnels oblige nos professionnels à rédiger leur examen pour devenir membre de l'ordre en français. Complètement ridicule lorsque dans certaines de nos écoles, le français n'est pas utilisé. Soit que l'Anishinaabe va être utilisé avec l'anglais, soit ça va être le Ganinga'a avec l'anglais, mais le français n'est pas utilisé, c'est pas une langue de travail. Donc, on demande à ce que la loi 96 permette les ordres professionnels à offrir la certification en anglais. Donc, c'est un des chantiers sur lesquels on va travailler. L'autre chose, on est autonome, on a nos propres juridictions en matière d'éducation et on veut absolument imposer à nos jeunes de faire leur examen de français secondaire 5 en français langue première. Non. La solution, faire français langue deuxième, fonctionnel, mais pas les obliger d'être des bons petits Québécois francophones. Quand le français, pour certaines communautés, c'est la troisième langue. Puis, comment qualifiez-vous vos relations avec le ministre de l'Éducation et le ministre de la langue française?
pense que, ou semble démontrer dans ses comportements qu'il est notre bon papa et qu'il va prendre des décisions pour nous dans les sphères où nos chefs assument leurs propres responsabilités, leur juridiction. Par exemple, on a entendu un ministre récemment dire « Ah, on va faire une belle loi pour protéger vos langues ». Je pense que vous n'avez assez que le français, là. On est capable, avec notre système d'éducation, de s'occuper de l'enseignement, de la protection de nos langues parce qu'on l'enseigne et avec l'entente régionale qui vient d'être signée avec le fédéral récemment, on va investir jusqu'à 4,5 millions de dollars de plus dans la langue et l'enseignement de la culture dans nos écoles primaires et secondaires. On n'a pas besoin de grand-papa provincial pour s'ingérer dans la juridiction de nos communautés en matière de langue et culture. C'est vraiment, ça fait partie de la quiddité indienne et on n'a pas besoin que les législateurs provinciaux viennent s'ingérer dans nos affaires. Vous l'avez abordé l'année dernière, le ministre Roberge a présenté ce cours-là culture et citoyenneté québécoise. Il a affirmé que le cours va rentrer progressivement. Cette année, à la rentrée scolaire de 2022, ce cours-là va rentrer sur base volontaire. Vous, au CEPN, est-ce que les communautés autochtones, les écoles qui sont dans les communautés autochtones vont adhérer à ce cours-là cette année? Au niveau du contenu, on a travaillé là-dessus. J'ai pas les données avec moi parce que l'école redébute là. Lesquelles des communautés vont faire partie du projet pilote? Je serais tenté de vous dire qu'il y en a une, mais je peux pas le confirmer, ce sera à vérifier. Tiawank, Denis Gros-Louis.